La radio, ce n'est pas un monologue. Isabelle Perron vous écoute, vous lit, mais surtout, vous place au cœur de l'info. Service à l'auto. À chaque vendredi, Isabelle Maréchal a implanté cette tradition-là qui est très populaire. Vous savez que vous pouvez nous écrire vos questions au 187 Cube Radio. C'est Louis-Philippe qui est avec nous aujourd'hui. Louis-Philippe Dubé du Guide de l'auto. Bienvenue. Salut Isabelle. On parlait en début d'émission du vendredi fou. Est-ce que dans l'automobile, ça vous concerne? Ben écoute, je dirais plus dans les accessoires, les pièces, etc., tout ce qui entoure l'automobile. Mais pour qu'est-ce qui est des véhicules en tant que tels en concession à ce temps-ci de l'année, je pense que s'il y a des aubaines à avoir, on peut les avoir un peu n'importe quand. C'est pas nécessairement le vendredi fou qui va affecter ça. On arrive à l'automne, hein, c'est le dernier quart de l'année. On veut fermer les mois, etc. Donc, il y a certains modèles que les concessionnaires veulent sortir de leur cours. Peut-être qu'il y a des offres à être faites, mais je pense que le Black Friday en tant que tel n'a pas vraiment à voir avec l'industrie comme telle. Mais dans l'industrie, ce qu'on se pose comme question, est-ce que c'est possible d'avoir des berlines accessibles qui ne coûtent pas 50 000, 60 000? Ça se peut-tu, ça? Oui, ben, comme tu dis, il y a un de mes amis qui feuilletait le guide de l'auto, puis il dit, j'ai bien aimé le livre cette année, mais il n'y a rien en bas de 20 000 $. Pourquoi? Puis c'est la question qui revient tout le temps. Et l'industrie automobile n'est pas épargnée par l'inflation, en plus avec tous les problèmes de tarifs, etc., puis les coûts des chaînes des chaînes d'assemblage, ça affecte l'industrie automobile. Dans les berlines, moi, je n'ai essayé dernièrement, il y a des constructeurs qui veulent offrir quelque chose d'abordable parce que c'est un segment qui est souvent ignoré par d'autres constructeurs qui vont opter pour des utilitaires plus dispendieux, des véhicules plus équipés, plus chers. On les veut pas, les gadgets. Ben ouais, puis je pense à Nissan, par exemple, que ça va pas bien chez Nissan à l'heure actuelle, puis Nissan a tout intérêt à aller dans ces segments-là, puis à offrir des véhicules qui sont abordables. Là, je pense, par exemple, à la nouvelle Sentra, qui est pas nouvelle, elle a un nouveau look, elle a une nouvelle carrosserie, de nouvelles technologies à l'intérieur, mais c'est essentiellement le même véhicule mécaniquement. Puis je trouve que c'est quand même, au prix qu'on l'offre en ce moment, c'est quand même une bonne valeur. Là, je regarde, le moins cher, c'est quoi? C'est presque 30 000, là. Ouais, 27 000 quelques, là, j'ai pas les prix devant moi, mais 27 887, mais là, il doit pas avoir les taxes là-dedans. Oui, non, ça, c'est le prix compris là, avec la livraison, etc. Là, tu peux bien garantie prolongée tout ça, là. On peut revenir... Non, pas toutes les autres affaires qu'on peut vous vendre en concession. Isabelle, ça peut pas passer une, là, habitué. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a d'autres constructeurs, par exemple, chez Hyundai, avec le Hyundai Venue, l'Elantra, etc. Donc, les constructeurs ont intérêt maintenant, je crois, à rester dans ces segments-là. Et certains constructeurs vont offrir une meilleure valeur que d'autres, des véhicules pas chers, mieux équipés que d'autres constructeurs. Tu sais, quand que je pense, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait avoir une Honda Civic en dessous de 20 000 $ avec une boîte manuelle. Maintenant, c'est bien au-delà de 30 000 $ pour un modèle de base. Donc, les voitures japonaises comme chez la Corolla, par exemple, la Honda Civic, c'est plus les voitures les plus abordables sur le marché. Et avant, tu avais le choix. Automatique, c'est un petit peu plus cher. Manuel, c'est un petit peu moins cher. Des manuels, il n'y en a presque plus. Oui, non, c'est ça. Ça vaut plus la peine chez les constructeurs de les garder. Je trouve ça bien dommage, mais c'est une question de technologie et surtout une question d'efficacité. Hein, les transmissions automatiques sont moins énergivores, la consommation est moins élevée, donc c'est généralement ça. Puis quand on a une transmission automatique qui fait tous les modèles dans le catalogue, mais ça vaut pas la peine de garder une transmission manuelle. Et le pire, c'est qu'en France, moi j'ai vécu en France quelques mois, là-bas, si tu avais une voiture automatique, c'est parce que tu étais vieux. Ils riaient des gens qui avaient des voitures automatiques. Pour eux, c'était manuel, puis eux autres, ils disaient, si t'as une automatique, t'es pas père. C'est comme ça qu'ils disaient ça. Ben, ça a été mon opinion pendant un bout de temps. Quand j'étais jeune aussi, là, je me disais, la première voiture que je vais avoir, toutes les premières voitures que j'ai eues, ça a été des voitures manuelles. Donc maintenant, c'est plus la même affaire. Puis on dirait que c'est rendu maintenant quasiment un luxe d'avoir un véhicule manuel parce que c'est de plus en plus rare. Là. Exactement. Les constructeurs vont choisir souvent des modèles qui sont très équipés, qui sont les plus chers, qui sont les plus sportifs, souvent avec le plus gros moteur, etc. Ce qui est correct, mais souvent, ce qui est correct pour la garder en vie, je dois dire, pour les gens qui aiment conduire puis qui ont un attrait pour une certaine marque, avoir une boîte manuelle dans les voitures moins abordables ou d'entrée de gamme, ça n'a pas fait de bien à cette boîte-là parce que personne ne les achetait. Souvent, on va dire, dans les dernières années, là, c'était en bas de 10 % dans certains véhicules là, qu'on optait pour la boîte manuelle, mais c'est parce que c'était dans les modèles de base aussi. Là. Il y a un autre sujet qui fait énormément réagir. À chaque fois qu'on dit ces mots-là, il y a des opinions qui vont partout. L'hydrogène. Ah, oui. Parle-nous du nouveau Hyundai.
Ouais, le Hyundai Nexo, en fait, on l'a déjà sur nos routes, le Hyundai Nexo, mais là, c'est une deuxième génération que j'ai été essayé en Corée du Sud, d'ailleurs, où est-ce que l'hydrogène est populaire. C'est sûr qu'il va être commercialisé au Canada, mais seulement pour les parcs automobiles, les flottes de véhicules. Écoutez ça, il y a 49 véhicules immatriculés à la SAAC qui carburent à l'hydrogène, à la pile à combustible à hydrogène. Ça, c'est des véhicules de promenade, là, on ne compte pas les véhicules commerciaux, mais c'est pas très populaire ici. Et c'est très controversé, comme tu le dis, parce que l'hydrogène, il y a tellement de façons de le faire, l'hydrogène noir, gris, bleu, vert. Et le vert, c'est celui qu'on veut parce qu'il est fait de manière, je vais dire verte, là, mais sustainable en anglais, là, qui est carboneutre. Si on veut, on est capable de faire de l'hydrogène avec du charbon, du gaz naturel, mais aussi de la biomasse, des déchets, etc. Et l'hydrogène, quand on le fait, il faut le transporter, il faut être capable de l'acheminer au consommateur. Et c'est tout ça qui est dans la controverse un peu. Est-ce que l'hydrogène, il est durable là, comme matériel versus l'électricité? Pour qu'est-ce qui est du Nexo, ben c'est un véhicule qui est un petit peu plus léger qu'un véhicule électrique, qui est capable de faire 700 km sur une recharge ou un remplissage d'hydrogène. Et puis, ben ça développe 250 chevaux. C'est agréable à conduire. C'est juste qu'ici, ça va être très difficile pour commercialiser ça parce que justement, au Québec, on a choisi l'électricité comme énergie alternative. Comment tu te régénères? Là? Parce que, tu sais, l'essence, tu vas à une station. Les batteries, bon, on a des bornes. Mais pour ça, on fait quoi? C'est station de remplissage, en fait. Puis on n'a plus vraiment là, au Québec. Là, je pense que la dernière a fermé en octobre à Trois-Rivières. Les autres, on en a des stations de remplissage, mais c'est pour des parcs automobiles spécifiques. Puis aussi, je pense qu'il y a une université qui en a un. Mais un des avantages, c'est qu'on peut remplir une voiture à l'hydrogène en 5 minutes. Donc, c'est comme similaire à faire un plein d'essence. Par contre, l'acheminer, c'est ça le problème. Puis, en plus, on n'est pas capable de remplir son véhicule à l'hydrogène à la maison. Tu sais, avec un véhicule électrique, tu es capable de brancher à la maison, ce que la majorité des électromobilistes font. Mais avec l'hydrogène, on ne peut pas le faire. Il y en a qui disaient que l'hiver au Québec, c'était payable, si je peux me permettre l'expression. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, ben le gouvernement du Québec avait fait des études sur des parcs automobiles là, de véhicules à l'hydrogène, puis on avait découvert qu'à l'hiver, ça performait un peu moins, parce qu'il ne faut pas oublier que les véhicules à l'hydrogène ont quand même une batterie haute tension, comme un véhicule électrique, mais c'est une batterie qui va avoir entre 2-3 kWh, peut-être un petit peu plus, versus un véhicule électrique qui peut aller jusqu'à 100 kWh de format de batterie. Et la batterie, ben elle est affectée, on le sait, hein, par les changements de température, l'électrolyte dans la batterie, elle est susceptible à varier selon, à varier de performance, là, si on veut, puis d'autonomie, selon ça. Mais il y a aussi la pile à combustible d'hydrogène qui est sous le capot du véhicule qui va affecter un peu, là, qui va être affecté par les changements de température. J'ai pas lu l'étude du gouvernement du Québec là, qui avait fait, puis pourquoi ça avait été moins performant. En même temps, on disait ça aussi des batteries. En même temps, on disait ça aussi des batteries, puis on est capable de mettre de plus en plus d'hydrogène dans les réservoirs d'un véhicule à hydrogène, on est capable de mettre de plus en plus d'énergie dans une batterie moderne de véhicule électrique. Par contre, je dois dire qu'au Québec, c'est juste le fait que, par exemple, Toyota avec la Mirai commercialise ce véhicule-là à l'hydrogène, le Nexo avec Hyundai, ça rajoute une corde, ça rajoute une autre énergie dans la catalogue d'énergie alternative qu'on peut garder pour le futur si jamais on veut réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Ouais, on dirait que le vent souffle un peu dans une autre direction dans les derniers mois, mais nous y reviendrons. OK, question de Yvan. J'ai Yvan et PA. Là. Yvan veut savoir les pneus d'hiver, les fameux pneus d'hiver, la différence entre les pneus 4 saisons qui ont un logo flocon de neige et des pneus d'hiver standard. Ben, la différence, c'est que le pneu d'hiver standard est plus performant, c'est tout. Mais 4 saisons, c'est pas d'hiver, c'est 3 saisons et 4 saisons. Ouais, c'est ça. Là. Ça, c'est une autre affaire aussi avec les pneus d'hiver, c'est que qu'on appelle en anglais les compounds sont complètement différents pour des pneus qui sont faits pour l'hiver, les matériaux, etc. Et les changements de température, la friction, tout va jouer sur le pneu d'hiver, tandis qu'un pneu 4 saisons, c'est fait pour performer. Justement, dans la majorité des temps, je vais vous dire, en été, là, un pneu d'hiver, par exemple, c'est zéro performant. Les distances de freinage, ils sont nulles. Et puis, ben, c'est une raison pour ça. C'est parce qu'on a choisi un composé, on a choisi une semelle, on a choisi des matériaux pour ce pneu-là qui sont plus performants quand que la chaussée est sous zéro, puis aussi quand il y a beaucoup de neige, beaucoup de glace, etc. Donc, c'est pas mal ça. Là. Donc, il n'y a pas de miracle. Marie-Pierre aussi, sur la messagerie. Marie-Pierre qui a une Toyota Camry aussi en fin de vie. Elle a besoin de conseils. Ben, elle dit, je pense m'acheter
acheter une électrique usagée puisque je ne fais pas de grande distance, le maximum 46,9 km d'un coup. L'autonomie de la pile n'a pas besoin d'être comme neuve. Avez-vous des suggestions de véhicules et d'années de production? Elle dit, j'essaie d'éviter les véhicules américains. On sent Marie-Pierre là, qui a le point C'est en correct. l'air en Non, mais nous c'est des écoutant. convictions, ça. Quand on se respecte là-dedans, c'est bon. Ben, écoutez, si la durée de la pile, là, j'ai retenu la durée de l'autonomie n'est pas si importante que ça. Il y a des aubaines à être faites dans plusieurs véhicules. Je regarde les Nissan Leaf, par exemple, d'ancienne génération, là, pas la nouvelle génération, qui est un véhicule neuf. Même un Mazda MX-30, c'est un véhicule qu'on a vraiment sali dans le domaine automobile, mais principalement à cause que son autonomie était 200 km, c'est pas beaucoup. Par exemple, il y en a plein dans les cours. Mais ça, donc, à bon prix. À très bon prix, évidemment. Et puis, il y a des véhicules qui sont dans des autonomies je vais dire très élevées, mais 400 km, etc., qui sont usagés, mais qui sont aussi de bonne valeur parce que c'est des véhicules qui ont perdu de valeur. Du côté de chez Hyundai, Ioniq 5, Polestar 2, par exemple, qui est un véhicule un petit peu plus haut de gamme. La valeur a descendu beaucoup, mais on est capable de mettre la main sur un véhicule électrique quand même à bon prix. Ben, dans l'usager, est-ce qu'il y a des véhicules abordables? Dans l'électrique? Oui. Ben justement, les modèles que je viens d'énumérer, C'est ils quoi, le sont. c'est abordable? Ben là, ça dépend. Là. J'ai pas les prix. Faudrait que je regarde. Est-ce qu'on en a 30 000 ou on reste dans le 70 000? Ah, ça dépend du kilométrage. Okay. Mais oui, ça va être en dessous, là, même selon le kilométrage et selon la condition du véhicule. C'est un peu comme dans n'importe quoi les véhicules thermiques. Mais il y a des gens qui changent de génération de véhicules électriques. Il y a des gens qui reviennent au moteur thermique. Donc, il y a quand même un catalogue de véhicules électriques disponible. Ouais, rapidement, je veux saluer Simon de Montréal qui dit il n'y a rien de plus drôle qu'un Français qui essaie de conduire automatique. Alors, ça fait quoi à ce que tu disais, Isabelle? Puis, on termine rapidement avec P.A. Joliette là, qui disait j'ai 20 ans, je veux m'acheter un truck, je le cite, un Ford F-150 V6. Quel modèle de 2017 à 2020? Dieu. C'est précis. Un F-150 avec le 6 cylindres. Ouais. Quel modèle? Estro entre 18 000 et 23 000. En 18 000 et 23 000. Ça se peut-tu? Encore là, faudrait m'écrire pour ce genre de questions-là voilà. parce que je vais les fouiller. Louis-Philippe Louis-Philippe.Dubé à québécoismedia.com. On doit avoir aussi ton adresse courriel sur le site du Guide de l'auto. Oui, là. aussi, oui. LP est trouvable un peu partout. Oui, là. exactement. Et au Salon du Livre, en fin de semaine, je vais être là pour signer des guides de l'auto. Meilleur vendeur on peut venir me 2024. poser des questions, là. Oui, absolument. Salon du Livre, c'est le fun. On passe de l'auto. l'auto à l'érotisme. Dans cette émission, on parle de tout. LP, merci beaucoup. Fred, ça a été un plaisir. Merci Isabelle, un grand bonheur. Merci à Seb, également le grand Manitou derrière les platines. Merci à Florence Lamoureux qui travaille très fort sur cette émission. Ça a été un plaisir de remplacer Isabelle Maréchal qui sera de retour à compter de lundi. D'ici là, on vous souhaite une super fin de semaine. Allez au Salon du Livre, profitez-en. Ça a été génial. Florence me met les baguettes en l'air parce que c'est terminé. C'est Richard Martineau qui s'installe. Je vous dis à bientôt.